Hello et bienvenue sur ma chaîne, c'est Karidja, Kaléidoscope, la femme en harmonie. Comment tu vas bien aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais te parler de la drépanocytose. Oui, je sais, son nom est aussi barbare que la maladie en elle-même et encore je m'en sors relativement bien. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi est-ce que je veux t'en parler? Parce que souvent, tu m'entends peut-être parler de ma maladie, et que tu te demandes, mais c'est quoi cette maladie? Mais ma maladie, la maladie que je porte, non pas que je me définis, par laquelle je me définis, mais que je porte, hein, elle est là, elle est innée, elle est génétique, s'appelle la drépanocytose. C'est une maladie génétique, donc, qui se trouve dans mon globule rouge. En fait, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Donc je vais bien, il fait beau, je me balade, il fait froid, je me balade. Et puis tout d'un coup, si j'ai trop chaud, si j'ai trop froid, bam, je peux rentrer en crise. Si je stresse, si je mange mal, je peux entrer en crise. Et qu'est-ce qui se passe lors de cette crise? Lors de cette crise, mon globule rouge, qui est de forme sphérique, voilà, va se transformer en haricot. De forme sphérique, va se transformer en haricot. D'ailleurs, la maladie s'appelle aussi l'anémie falciforme. Peut-être que ça te parle un peu plus. Et non seulement il va se transformer en haricot, mais les parois du globule rouge qui normalement sont souples vont devenir dures. Première chose. Deuxième chose, ça va atteindre mes capillaires. Mes tout petits vaisseaux sanguins. Donc dans le corps, on a des veines, on a des artères et on a des capillaires. Et les capillaires, donc le conduit qui emmène le sang d'un point A à un point B, se durcit aussi. Ça veut dire que donc il est moins élastique, donc il laisse moins passer le sang. Ça veut dire que d'un côté, on a le globule rouge qui change sa forme et qui se durcit. Et de l'autre côté, on a le conduit qui, lui, se durcit également. Il ne faut pas être médecin pour comprendre que, il va y avoir un bouchon. Dans le conduit, ça va bouchonner. Parce que les bons globules rouges, les globules rouges qui, eux, ne se sont pas transformés, ne vont pas pouvoir passer. Ça s'appelle une crise vaso-occlusive. Ce principe-là s'appelle une crise vaso-occlusive. Mais le problème, c'est que la crise vaso-occlusive peut se poser n'importe où. Donc je peux faire une crise qui commence au niveau du poumon, ce qui signifie que, oui, tu vois mon chien derrière qui fait je sais pas trop quoi, ce qui signifie que je peux manquer d'oxygène au niveau du poumon, parce que le globule rouge, si tu te souviens bien de tes cours de sciences naturelles ou de SVT, c'est le transport principal de ton oxygène dans le corps, qui oxygène tes organes, qui oxygène ton corps, qui te donne ta vitalité, qui te donne ta vie. Donc ça peut se poser au niveau du poumon, ça peut se poser au niveau du foie, ça peut se poser en fait dans les gros organes. Donc ta crise vaso-occlusive peut se mettre n'importe où dans ton corps. Ça peut aller au cerveau également, d'accord? Ça peut aller au niveau de tes hanches. Ce qui fait que si j'ai froid, si j'ai trop froid, le froid vasoconstricte, donc le froid d'office durcit les vaisseaux. Donc si mon corps se sent agressé, par le froid, non seulement le froid va durcir les vaisseaux, mais il va mettre en place son mécanisme de défense, entre guillemets. Donc je suis doublement en danger. Le chaud, moi je m'étais dit, c'est pas grave, si le froid c'est dangereux, c'est pas grave, je peux faire le chaud. Mais l'Afrique, j'ai fait une crise en 2017 au Burkina Faso, parce que justement j'avais trop chaud et j'étais déshydratée. La déshydratation fait que mes globules rouges ne sont pas assez hydratés et éclatent. Le stress, les changements brusques de température. En fait, c'est la merde. Quoi qu'il en soit, tu peux entrer en crise pour un oui ou pour un non. Il peut faire beau, tu peux être en pleine santé et 5 minutes plus tard, 10 minutes plus tard, commencer à avoir des douleurs partout. Alors, qu'est-ce que cette crise vaso-occlusive fait? Elle donne des douleurs atroces, d'accord? Au niveau articulaire, au niveau de l'organe atteint,
Moi, en Afrique, c'était les poumons qui ont été atteints, donc j'ai toussé comme une enragée, machin. Elle donne de la fièvre. Comme tes globules rouges éclatent, clac, 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 mais tu entres en anémie. Comme tu es en anémie, ben, tu peux entrer dans dans un état infectieux. Tu as les yeux jaunes qui deviennent jaunes parce que le globule rouge, quand il éclate, il a une libération de bilirubine, et le trop plein de bilirubine va se mettre dans la peau et ça se voit au niveau des muqueuses. Muqueuses, c'est la peau interne, donc les lèvres, les yeux et la peau. Mais chez moi, c'est un peu plus difficile parce que je suis noire. Donc douleur atroce, jaunisse, donc tu deviens jaune, affaiblissement, diminution de l'immunité, et alors tu risques de choper tout ce qui se passe. Ça, c'est la joyeuseté de ma maladie. Et comme je l'ai dit au début, ou peut-être pas encore, je sais pas, je sais plus, parce que j'ai fait cette vidéo à plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs prises pour la vidéo, je m'en sors bien, parce qu'il y a deux types de drépanocytose. Il y a la drépanocytose SS et la drépanocytose SC. Donc la drépanocytose SC est plus cool dans le sens où on fait moins de crises. Les drépanocytaires SC font en général moins de crises parce que la maladie est moins forte, entre guillemets. Maintenant, une fois qu'un drépanocytaire SC fait une crise, c'est aussi dangereux, si pas plus, que le SS. Parce qu'on a beaucoup plus étudié le drépanocytaire SS que le drépanocytaire SC. Quand je dis beaucoup plus étudié, c'est entre guillemets parce que même les spécialistes sont perdus par rapport à cette maladie. Ce qui fait que d'un spécialiste à l'autre, on n'a pas les mêmes prises en charge, de 1, et de 2. Parfois, c'est le malade lui-même qui va te dire au médecin ce qu'il a à faire, quoi. Parce que c'est tellement une maladie pour laquelle on doit être à l'écoute de son corps. D'accord ? Et c'est pour ça que je suis fort à l'écoute de mon corps et que j'ai appris à l'être. Parce que dès que je sens que je suis fatiguée, dès que je sens que je m'affaiblis, hop, je dois me reposer. Alors évidemment, quand tu es infirmière sage-femme et que tu fais les pauses, je faisais plein de petites pré-crises. J'étais fatiguée, j'allais au-delà de mes ressources, de mes forces, mais je ne savais pas que j'étais malade. Jusqu'en 2015, je ne savais pas que j'étais malade. Et bien, j'avais des symptômes. J'avais ces symptômes, mais je ne les écoutais pas outre mesure. Et puis j'avais mal, et puis je faisais de la fièvre. Une fièvre, chez moi, je peux être à 38,5 et être encore à 38 et être encore pumped up. Mais je peux sentir que je ne suis pas bien. Hein. Mais une fois, il y a une collègue qui me frôle, elle me dit « Mais t'es bouillante ?» Car je dis « Mais non, je suis pas bouillante, machin. » Je prends la température et j'étais à 38,5. D'accord ? Donc c'est une maladie qui fait que tu es obligé d'être au ralenti. Alors, je suis intuitive et peut-être que depuis toujours, sans le savoir, j'ai toujours essayé d'éviter d'aller au-delà de mes limites physiques, en tout cas. Ce qui m'a valu la réputation d'être feignante, d'être lente, de prendre les choses cool, d'avoir la vie cool. D'ailleurs, mes collègues à l'hôpital, pour elles, je suis quelqu'un de zen, alors que je suis quelqu'un d'hyper nerveuse à l'intérieur. Mais je ne peux pas me permettre de partir en vrille pour un oui ou pour un non, parce que c'est une question de vie ou de mort. Parce que je suppose que tu as compris, si un organe est privé d'oxygène et privé de sang, l'organe, il peut mourir, il se nécrose comme on appelle ça. S'il n'y a plus d'oxygénation pour un organe, l'organe peut mourir gentiment. Et c'est pour ça que crise sur crise sur crise est très néfaste pour le corps. Donc en gros, voilà ce qu'est ma maladie. Comment est-ce que je la gère ? Je la gère de manière intuitive et je la gère de manière naturelle. Ma médecin me fait des ordonnances de morphine, je n'en ai encore jamais pris. J'ai un médicament que je pourrais prendre, mais je ne veux pas le prendre parce que c'est un dérivé chimiothérapeutique et on n'a pas assez de recul par rapport à ce programme, à ce produit. Ah oui, ça réduit les crises, certes, mais pour le moment, je n'en fais pas suffisamment que pour être sous ce médicament-là et que pour que je puisse accepter de manière consciente d'aller sous ce médicament-là. Donc, je travaille avec la balnéothérapie pour quand j'ai mes douleurs
articulaires, quand j'ai mes douleurs au niveau de mon corps, ben, je fais des bains aux huiles essentielles avec du sel, de Niégari, du potassium, du magnésium. Voilà, en fonction de ce dont j'ai besoin. Au niveau de mon alimentation, suite à ma crise, j'ai vraiment compris l'importance de ce que je mettais dans mon corps. Donc au niveau fleur de bac, balnéothérapie, au niveau alimentation, au niveau Ayurveda, ça c'est la manière dont je gère ma maladie. Alors, je ne me définis pas comme étant drépanocytaire. Non, je porte la drépanocytose. Je ferai une autre vidéo pour expliquer la démarche et ma différence vraiment pour laquelle la différence entre à se positionner entre victime, encore une fois, ou actrice est vraiment importante. C'est vraiment un élément déterminant dans la poursuite et dans le fait de vivre avec une telle maladie. Parce qu'il faut savoir que chaque crise que je fais me rapproche de ma mort. Il faut être clair là-dessus, d'accord? J'ai une épée de Damoclès là-haut sur la tête qui fait que ma vie peut s'arrêter n'importe quand, n'importe où, n'importe comment suite à une crise. Mais est-ce que je décide d'aborder la vie de manière déprimée ou est-ce que je décide de mordre la vie à pleines dents et de vivre avec ce que j'ai? Mais finalement, c'est un cadeau. C'est un cadeau dans le sens où ça me permet d'être en lien avec moi-même, d'être vrai avec moi-même, d'être vrai avec les autres du coup, mais d'être vrai et de ne jamais dépasser mes limites. Allez, sur ce, j'espère que tu en sais un peu plus sur ce qu'est la drépanocytose. N'aie pas peur pour moi, ne t'en fais pas pour moi. J'ai 34 ans. Ça veut dire que j'ai vécu jusque mes 34 ans avec ça, en le sachant pas jusqu'à mes 31 ans et en le sachant maintenant. J'ai envie de dire c'était plus risqué quand je ne le savais pas parce que voilà, je ne mettais rien en place pour. Maintenant que j'en suis consciente, ben, je mets tout en place pour éviter d'entrer en crise et dès que je sens qu'il y a une pré-crise, hop, je lève le pied et c'est pour ça qu'être indépendante, c'est un peu fou de se lancer comme indépendante avec une telle maladie, mais en même temps, si je veux continuer à travailler, si je veux continuer à vivre, être indépendante est pour moi le seul moyen de pouvoir gérer ma maladie à mon rythme, par rapport à ma maladie, à la maladie que je porte, par rapport à mon cycle menstruel et par rapport à ma vie en tant que femme. Allez, sur ce, moi je te dis à tout bientôt et je te fais un gros bisou et en attendant, sois en harmonie.